Et salut tout le monde, bienvenue, enfin le retour pour parler du FC Metz, la reprise qui justement intervient après cette trêve internationale où certains de nos joueurs, notamment les Africains, sont partis en sélection pour justement faire quelques matchs et nous sommes de retour après donc cette petite pause, pause de vidéo et on est frais pour reprendre vers l'avant notre analyse des matchs du FC Metz et on commence par cet avant-match de la rencontre entre Monaco et le FC Metz pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, déplacement des Messins à Monaco et ça n'est pas le seul match à Monaco qui aura lieu dans une courte période puisque il y aura un match de Coupe de France qui aura lieu dans quelques jours en plein milieu de semaine mais on commence tout d'abord donc par ce match qui aura lieu à 13h un horaire absolument exécrable en ce samedi 3 avril. Donc forcément, il y a quand même quelques petites choses à dire sur ce match. Pour ce faire, j'ai Monsieur Grenat Forever qui est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Oh bah bonsoir, Monsieur Socket, écoute, tout va bien, tout va bien. Content de la reprise du championnat, parce que les trêves internationales, on peut le dire, ça nous emmerde plus qu'autre chose. Oh oui, tout de suite les gros mots, évidemment. Monsieur Grenat Forever qui n'a pas trop regardé les matchs de l'équipe de France, vu que il est un peu en froid avec le contenu de nos joueurs français et donc il attendait avec impatience, tout comme moi bien sûr, le retour du FC Metz pour pouvoir un peu s'intéresser à nouveau au football et c'est ce que va nous réserver ce match entre Metz et Monaco. On va partir tout de suite, Grenat Forever, vers un peu, je dirais, les grandes lignes de ce match. Est-ce que toi tu penses, Grenat Forever, que l'on va à nouveau, tu sais, assister à ces matchs absolument cataclysmiques On rappelle que certains scores ont été assez extraordinaires de la part de Monaco face au FC Metz. Ou est-ce que tu penses que ce match sera peut-être beaucoup plus serré entre deux équipes qui ont des objectifs, l'un du top 10 et l'autre peut-être des objectifs, on ne sait jamais, de titre Non, mais je pense que ça sera serré, il faut pas oublier que la plupart des grosses défaites qu'on a eues, il y avait des défaites où voilà, on avait dit que c'était pas notre championnat, donc on avait fait tourner. L'autre grosse défaite, c'est quand il marchait sur l'eau, mais moi j'ai souvenir de matchs serrés, notamment à Saint-Symphorien, où on perd que 1-0 sur un but de Falcao, mais où on est dans le match, même le match aller. Donc je pense à un match serré entre une équipe qui, tu peux le dire, joue clairement le titre avec ce qui s'est passé lors de la dernière journée et la défaite de Lille et la défaite de Lyon. Ils sont complètement de nouveau dans la course. Nous, on va un peu jouer ce rôle d'arbitre, étant donné qu'on est distancé maintenant de la course à l'Europe, donc j'ai envie de te dire, on n'a plus rien à perdre. Et dans cette position-là, j'ai envie de voir comment, en étant dans cette position un peu libérée peut-être du poids, si on peut dire ça, de l'Europe, qui a fait que ces 2-3 derniers matchs, on était un peu moins bien. Peut-être que ça va nous libérer un peu plus. Ça peut être un match serré, mais ouvert. Oui, voilà, un match serré ouvert, même si les récentes performances dans le contenu, je parle, nous ont pas trop rassuré côté Messin, alors les résultats encore moins. Bien sûr, pour étayer tes propos, Grenade Forever, je mets à la disposition de ceux qui nous écoutent le classement, bien sûr, avec donc le FC Metz à la 9e place, Monaco 4e, mais qui justement, peut un peu profiter du baisse de régime de Lille ou de Lyon qui avaient fait match nul tous les deux et une défaite par la suite si je me trompe pas. Donc effectivement, eux, il y a des enjeux pour eux, il y a des enjeux pour nous aussi. Pour nous, c'est vrai que tu as raison, c'est l'idée d'essayer quand même d'atteindre l'objectif du top 10, parce qu'effectivement, l'Europe est maintenant très très éloignée. Mais il y a aussi ce déficit de résultats côté messin. Alors, la chance côté messin, évidemment, c'est de jouer à l'extérieur. On sait que Metz à l'extérieur est beaucoup mieux en termes de résultats qu'à domicile, et donc forcément on va essayer, pourquoi pas d'accrocher, déjà un point serait serait pas négligeable face à cette belle équipe de Monaco. Monaco c'est comme une attaque qui a 60 buts marqués cette saison, c'est la deuxième attaque du championnat, c'est pas une petite attaque quoi. Voilà, il faut garder ça à l'esprit. Donc t'as raison de le dire, les deux équipes ont un enjeu à jouer et Metz, puisque c'est plus ça qui nous intéresse, a quand même quelque chose d'assez important à faire, sachant que, on le sait, il y aura d'autres adversaires du top 10 qui vont arriver par la suite, et donc si tu peux limiter la casse contre les gros du championnat, ça commence par essayer de faire quelque chose face à cette équipe de Monaco. On regarde Grenade Forever, si tu veux bien maintenant, tu sais l'aspect tactique, composition d'équipe, les groupes, bien évidemment, qui ont été convoqués par les deux clubs.
Côté Messin Grenade Forever, là il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, parlons de l'infirmerie, parce que l'infirmerie a été, on va dire, agrandie. On l'a appris lors de la conférence de presse d'avant-match, puisque on a appris que Pajot avait rechuté, donc ce qui est terrible, un gros point négatif pour lui. On parle quasiment d'une saison terminée pour lui, même si officiellement ce n'est pas assumé, c'est un peu sous-entendu qu'en tout cas il ne faut pas trop compter sur lui d'ici la fin de la saison. Il y avait des autres absents, alors absents sur la voie de la reprise, on pense bien sûr à Ibrahim Magnan, dont le retour devrait peut-être intervenir durant le mois d'avril. Encore une fois, ça arrive tout doucement ce retour-là. Par rapport à OpenGate, là aussi, sous-entendu que ça prend beaucoup plus de temps que prévu pour N'Gate pour son retour, avec notamment quelques douleurs qui sont encore ressenties. Donc N'Gate pas toujours présent dans ce groupe, et certainement là aussi des chances de le voir d'ici la fin de la saison qui s'amenuisent semaine après semaine. Et donc finalement Grenade Forever, cette infirmerie Messine que l'on a mise en place, nous posait des questions, notamment je dirais sur le milieu de terrain, parce que Pajot qui n'est pas là, ça redistribuait peut-être des cartes avec les milieux de terrain habituels. Je veux noter quand même le retour de monsieur Endoram, bien sûr, qui fait plaisir à beaucoup de monde. Alors, on vous calme tout de suite, Endoram ne sera probablement pas titulaire dès ce match de ce samedi, même si Grenade Forever m'a sorti son petit A, sous-entendu il pourrait commencer. Je pense Grenade Forever, je pense Grenade Forever, oui, mais je pense Grenade Forever qu'avec les blessures et les rechutes de joueurs à l'heure actuelle côté Messin, je pense pas qu'Antonetti va prendre le risque de lancer titulaire monsieur Endoram au milieu de terrain. Moi j'ai dit qu'il serait titulaire mardi en Coupe de France, mais on aura le temps d'en reparler dans une autre vidéo. Ah, différent. D'accord. Je retiens. Non, mais on est d'accord que mine de rien, donc, dans le symbole, retour important d'un joueur quand même qui mine de rien était absent depuis même pas le rassemblement collectif du FC Metz d'avant-saison. Il s'était blessé en préparation individuelle durant notamment cette période où tout le monde était un peu confiné vers mi, voire même un peu avant mi 2020, si je me trompe pas. Mais on parle d'un mec tout simplement qui est absent depuis le 7 mars 2020. Mais bien sûr. Un moment où le Covid n'était pas encore... on était encore au stade, le Covid n'était pas... C'est un autre monde, j'ai l'impression. C'est comme une nouvelle recrue qui arrive, mais pour une fin de saison, quoi. Oui, pour le coup, fait plaisir cette... Le clin d'œil du destin est magnifique, que ce soit contre Monaco. Non, c'est beau, c'est tellement content pour lui, c'est magnifique. Bien sûr, ça fait énormément plaisir. En tout cas, son retour ne va pas fondamentalement changer, en tout cas sur ce match, peut-être l'alignement tactique côté FC Metz, parce que même si on le souhaite de tout cœur, on prie pour qu'il y ait un électrochoc tactique qui soit amorcé par Antonetti, parce que les contenus des matchs précédents... laisse-moi parler, Grenade Forever, s'il te plaît, avant d'intervenir. Je vais te poser la question, mais ce que je voulais dire, c'est... Ok, on aimerait un peu du nouveau dans le contenu, parce que le contenu des matchs précédents nous fait notamment... nous montre un peu notamment ce manque d'accompagnement offensif et cette volonté de ne pas aller vers l'avant. On a vu que c'était très timide côté messin, avec notamment des attaques isolées. Et donc Metz, bien sûr, le dernier match, souvenez-vous contre Rennes, où il aura fallu attendre les 10 dernières minutes de jeu pour avoir un tir cadré côté messin. Autant vous dire que ça a fait bien sûr beaucoup parler. Mais beaucoup de gens se disent, et moi-même, il faut un peu renverser le truc et revenir à un système qui effectivement peut-être nous permettrait d'être un peu plus dangereux offensivement. Maintenant, il y a la blessure de Pajot qui te met un peu dans la panade pour revenir à l'ancien système, le 4-3-3 hybride. Et donc je dirais Grenade Forever, et c'est ce que tu allais certainement dire, mais tactiquement, il n'y a rien qui va probablement inciter Antonetti à changer et passer à un autre système que son habituel 3-5-2, au grand dam de certains supporters dont moi, bien sûr. Ouais, mais j'ai envie de poser le problème dans l'autre sens, c'est que pour moi on en parlera après, mais on aura du coup certainement le retour de la doublette Maïga Sarr, une doublette qui lors des derniers matchs n'était pas reconduite, donc j'ai envie carrément de lancer un peu un poisson à la mer. Est-ce que l'absence de Vincent Pajot n'est pas finalement un mal pour un bien? Je peux me permettre de dire ça, vu que les dernières performances dans le contenu
qui était bonne, c'était avec un duo Maïga et Sarr. Duo qu'on n'a pas vu lors des 3 derniers matchs parce que Pajot était titulaire contre Angers, Maïga était suspendu. À Lens, nous avions un milieu renforcé et à Rennes, Papé Matar Sarr était remplaçant. C'est une théorie que j'espère aura une réponse demain. Oui, et d'autant que j'avais remarqué lors de certains matchs, enfin les matchs qui viennent de se faire, hein, que justement on sentait qu'il n'y avait pas vraiment, tu sais, de joueurs qui prenaient vraiment le lead dans la distribution du ballon au milieu de terrain. Entre un Pajot et un Sarr, on a souvent vu, tu sais, les deux jouer entre eux, tu sais, à faire des changements de côté au niveau du milieu de terrain. Beaucoup de jeux latéral en fait. Et c'est ce qui nous avait un peu embêté, parce que quand tu connais un Pajot qui aimait bien jouer vers l'avant, le voir faire que du jeu latéral, et même Sarr qui faisait quand même beaucoup de jeu latéral, alors que c'était pas vraiment forcément le cas quand il était associé à Maïga. Peut-être que le fait effectivement de ne pas avoir Pajot, et donc ça va donner plus de responsabilité dans le fait de tenir le ballon pour Sarr, peut-être que ça va un peu plus décoincer cette équipe de Metz dans sa construction et lui donner envie d'aller plus vers l'avant. Ça, je suis d'accord avec toi que ça peut-être être un mal pour un bien finalement, que Pajot ne soit pas bien sûr dans cette équipe, dans ce groupe, pour le match contre Monaco. Bon, après, le souci, c'est que j'ai du mal à croire que c'est à cause d'un joueur que le milieu de terrain. Sûr, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à croire que c'est à cause d'un joueur que le milieu de terrain, depuis quelques matchs, malgré les tentatives d'agrandir le nombre de milieux de terrain, comme on a pu le voir, tu sais, lors du match contre Lens, j'ai du mal à croire que c'est un joueur qui fait notre mauvaise passe actuelle, tu vois. J'ai un peu du mal. Absolument pas, mais c'est peut-être ce chaînon manquant qui va faire qu'on va peut-être retrouver cette solidité qu'on avait, notamment dans les matchs à Bordeaux et à Nice. Hein. C'est pour le coup, il y a peut-être de l'espoir dessus. En tout cas, évidemment, réponse bien sûr dans ce match contre Monaco ce samedi. Juste une chose, Grenade Forever, on n'a pas trop parlé aussi, mais normalement, on répète, mais Monsieur Oukidja est encore suspendu pour ce match-là de championnat contre Monaco. Potentiellement, il est possible de le revoir pour le match de Coupe de France. Juste après, à nouveau contre Monaco en milieu de semaine, mais bon, voilà, Caillard est bien sûr à nouveau dans les buts côté messin. Et pour le reste, juste pour faire très rapidement, Grenade Forever, pas vraiment de surprise sur le reste des bases défensives, même si j'imagine là aussi une discussion assez tumultueuse concernant le poste de latéral gauche. Au jour d'aujourd'hui, étant donné que t'as pas beaucoup de certitudes, mais Thomas Delaney est une certitude, je vois pas comment il ne pourrait pas enchaîner. Sauf pour la question défensive en fait. Toujours la même question. On a eu la réponse contre Rennes où entre guillemets les deux étaient à armes égales. Lequel des deux il a mis Delaine. Après je sais qu'il aime bien changer d'un match à l'autre, mais là il y a eu la trêve. Donc, je vois pas pourquoi il changerait, mais s'il veut se rassurer défensivement, c'est un peu la solution facile. Bon, tu mets Udol, mais faut penser à marquer un peu de but aussi. Ce qui n'est pas arrivé beaucoup. Ça se crée des situations et quand M. Thomas Delaine est l'un des rares à être dangereux, si en plus tu l'enlèves du 11. Bonjour les dégâts quoi. Ouais, même si comme on a dit tu t'exposes peut-être défensivement, bon après effectivement, mais genre s'il met des buts mais qu'il y a une tolérance, hein, mais d'accord avec toi que c'est encore un sujet qui aujourd'hui n'est pas toujours réglé. Pour le reste, notamment sur la question de l'attaque, bon c'est vrai que là l'attaque aussi c'est pas fameux en ce moment, tu sais avec un Wagner qui en starter ne donne pas satisfaction, hein, en starter. En rentrant c'est quand même un peu mieux. Mais là, pareil, Grenade Forever, tu ferais quoi, toi? Un 11 un peu bizarre ou on fait quoi, en fait? Non, déjà la Mingay titulaire, ça on peut le dire. Est-ce qu'on peut parler de certitude sur son aile droite? J'ai envie de dire en ce moment, dans ce marasme de l'attaque, j'ai envie de dire que la Mingay est peut-être le choix le plus légitime. Mais c'est toujours pareil, qu'ils mettent à ses côtés. Wagner a beaucoup enchaîné. Moi, je me dis que peut-être demain, c'est peut-être l'heure de Thierry Ambrose plutôt que Leia Iseka. Si tu joues pas Grenade Forever, excuse-moi de te dire, hein, mais tu joues pas. Non, mais Monaco est une équipe joueuse qui laisse beaucoup d'espace, donc j'ai envie de dire à Thierry Ambrose un peu plus de pointe de vitesse. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai. Si on veut jouer le coup à fond, on met un Yadva Gate, ça me paraît peu probable. Parce que mine de rien, c'est vrai que si tu dois jouer en contre-attaque, parce que si cette équipe. Moi j'ai envie de prendre l'exemple du match à Lyon. Si on part du principe que Monaco va jouer comme Lyon contre nous, on avait une attaque Wagner game.
à Lyon, où on a gagné 1-0. Mais Donc, mais Wagner n'avait pas vraiment pesé à proprement parler sur l'attaque. Et non, finalement, surtout l'entrée d'Iseka et de voilà, Yad. c'est ça pour le coup. C'est l'entrée d'Iseka qui pèse ouais, de Yad. Mais c'est vrai que surtout tu te dis que si tu joues haut, comme on a pu le voir à certaines phases, les Iseka c'est mieux. Mais si tu veux jouer en contre-attaque, les Iseka c'est pas forcément une solution extraordinaire, surtout à moins que genre Boulaya te fasse ce qu'il a fait, c'est-à-dire ces fameuses dernières passes pour Iseka doit finir rapidement, mais Iseka peut pas emmener la balle avec lui, tu sais, et mener une contre-attaque, c'est ça que je veux dire. Léa Iseka c'est un finisseur, c'est pas un meneur de contre-attaque, et donc automatiquement, bah ouais, en fonction de ta stratégie, je pose cette question-là, Grenat Forever, et c'est un peu pour terminer par rapport à l'histoire du 11, mais je dis ça parce qu'il y a un coach qui a quand même dit qu'il voulait que les joueurs reprennent du plaisir et se lâchent un peu. Pour moi, quand tu dis prendre du plaisir, se lâcher, c'est aller vers l'avant, enfin essayer d'aller vers l'avant, tu vois, et d'essayer de porter un danger vers l'avant. Bien sûr, quitte à t'exposer défensivement et à prendre peut-être des contre assassins, et je pense qu'il va vouloir jouer haut. Donc non, mais on verra. Du côté de Monaco, Grenat Forever, je pense que tu as pu voir notamment la liste des joueurs convoqués par Kovac, hein, l'entraîneur monégasque. Tchouaméni est suspendu. Il y a quand même eu entre-temps une blessure qui aurait de toute façon compromis sa participation à ce match. Aussi également, d'un point de vue médical, on a la blessure, l'absence pour cause médicale de Goebbels, Ruben Aguilar qui est malade et Sofiane Diop, si je ne me trompe pas, Grenat Forever également. Qui sont absents. Donc à partir de là, intéressant parce que j'ai fait un tweet rapidement à ce sujet-là durant la journée de vendredi justement, où j'avais expliqué que lors de leur victoire contre Saint-Etienne sur le score de 4-0, le côté gauche de Monaco était occupé à la fois par le poste de milieu central gauche par un Tchouaméni et le côté gauche vraiment strictement par Diop. L'absence des deux joueurs fait que peut-être que tactiquement, Grenat Forever, il y aura une réorganisation qui c'est à la fois au milieu de terrain, voire défensivement. C'est quoi un peu ton idée par rapport au jeu et à la tactique que peut mettre en place cette équipe de Monaco? Moi, je pense qu'il va rester dans le schéma qu'il a utilisé la semaine dernière. Parce que même s'il nous craint, je pense qu'il voit qu'on est moins bien en ce moment et lui, il va préférer s'appuyer sur ses forces plutôt que de s'adapter forcément à nous. Donc, je pense qu'il va rester à plat. Il va vraiment avoir un schéma à plat plutôt que son schéma hybride qui a fonctionné, notamment contre Lille et le PSG avec son genre de schéma en 3-4-3 aussi, avec un volant d'un petit peu plus bas du coup. Mais non, je pense qu'il va jouer à plat. Donc après, il y aura un changement de joueur évidemment, parce que Sofiane Diop, Aguilar et Tchouaméni, c'est quand même 3 titulaires qui sont pas là demain. C'est quand même quelque chose à prendre en compte, mais je pense qu'il restera dans un 4-4-2 à plat. Mais le choix des hommes va changer du coup. La question Grenat Forever, tu disais par rapport au fait qu'il ne va pas chercher à s'adapter. On sait que beaucoup d'équipes qui jouent contre le FC Metz, et en plus quand le FC Metz est à l'extérieur est une équipe menaçante, je veux dire, les faits sont là, aiment bien s'adapter au FC Metz. Notamment, je fais écho aux propos de Kovac quand il dit que il sait que cette équipe de Metz est solide et notamment une équipe dont il faut se méfier sur les contre-attaques. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'équipes qui justement ont tenté d'annihiler un peu, tu sais, cette capacité de contre-attaque en mettant notamment 3 défenseurs centraux pour empêcher toute possibilité de jouer rapidement vers l'avant. Et donc forcément un peu d'isoler, tu sais, les attaquants messins. On l'a vu bien sûr lors des récents matchs qui en plus ont abouti à des résultats négatifs, ce qui forcément donne peut-être un peu plus de poids à ce propos-là. Un schéma à 3 défenseurs centraux, Grenat Forever, on est d'accord que c'est pas à exclure non plus côté monégasque. Absolument pas, c'est pas à exclure, mais je pense pas qu'il fera ça demain. Après, c'est qu'un avis personnel, mais il peut le faire, il peut le ressortir du chapeau. Oui. Puis en plus, comme Sofiane Diop n'est pas là, ça pourrait légitimer le fait ça rajoute un défensif, t'enlèves un offensif, Diop étant absent, ça peut régler un souci aussi pour Kovac. Donc à voir ce qu'il va faire. C'est ça. Alors après, la défense centrale, on a vu une défense à 3 contre Lille, si je me trompe pas, avec Badiachile, Maripane et Disasi. Peut-être à nouveau, un alignement défensif similaire côté monégasque. Donc bien sûr à surveiller lors de ce match qui aura lieu donc ce samedi.
On passe maintenant au pronostic. On va un peu vous donner notre avis sur ce match. On attend bien sûr votre avis dans les commentaires. Hein. Dites-nous un peu votre score, celui que vous espérez pour le FC Metz. Bien sûr, une rencontre pas simple où vous pouvez pronostiquer des scores assez larges pour l'adversaire qu'est Monaco. Mais c'est vrai que pour Metz, c'est plus compliqué effectivement d'être optimiste. On va voir si Grenat Forever est optimiste, oui ou non, au sujet du FC Metz. Dis-moi, Grenat Forever, quel est ton pronostic pour ce match? Défaite 2-1 de nos Messins, malheureusement. Enfin, on aura quand même marqué un but, hein. Je pense qu'on va marquer parce que Monaco va nous laisser quand même des espaces, mais j'ai du mal à imaginer en fait les Monégasques lâcher des points dans la course au titre alors qu'ils sont vraiment dedans. J'ai plus confiance au match de Coupe de France, mais je pense que bizarrement on va perdre 2-1, mais le contenu sera meilleur. C'est paradoxal, mais en espérant qu'il y ait le spectre du match contre Lyon, quoi. C'est mon avis. Il faut rester en tout cas dans le match, il faut arrêter de prendre des buts en première mi-temps. Il n'y a que comme ça que... Oui, bien sûr. Moi, je veux bien, Donc, mais c'est un peu obscur comme espoir, hein, surtout sur les matchs précédents. Moi, je vais dire défaite de Metz 2-0 parce que cette équipe de Monaco, en plus, a une très très bonne attaque avec Jovetic et Voland. Hein, vu que notre défense à l'heure actuelle prend but sur but, même en jouant à 3 défenseurs centraux et qu'il y a peu de chances que ça change. Ces joueurs offensifs, hein, monégasques, sont quand même très 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 forts. Et donc je ne vois pas Metz s'en sortir dans ce match et en plus je ne vois pas Metz marquer. Hein, parce que je pense que les problèmes offensifs ne sont pas toujours réglés côté SMS. Voilà, on a terminé cet avant-match de la rencontre entre Monaco et Metz. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Hein. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à toi, Grenat Forever, d'avoir participé à cet avant-match. Merci, hein, comme d'habitude. Et pour vous, auditrices, auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Un grand merci déjà à ceux et celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont le faire dans les prochaines minutes. Hein. N'hésitez pas à le faire. Likez aussi la vidéo, très important. Les commentaires pour donner notamment votre pronostic de ce match. On vous laisse. Le débrief de cette rencontre sera en ligne normalement, si tout se passe bien, lundi matin, peut-être pas, allez, on va être sympa. Lundi matin ou mardi matin. Mais en tout cas, début de semaine, vous aurez notre débrief de la rencontre avec Grenat Forever. D'ici là, portez-vous bien, bon match, et allez le FC Metz!